D'ailleurs, tiens, j'en profite parce que j'y pense maintenant. On en discutera peut-être tout à l'heure quand tu auras un peu plus de monde. Si tu peux nous faire tes premiers retours après sur la Gnosis Card, ça a l'air vraiment top. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors c'est Et top, mais c'est pas parfait. ouais, Je vais vous faire. J'avais prévu de faire un trade. En fait, j'avais prévu ça pour lundi, pour le live normal, mais c'est pas grave, on va le faire en avant-première. Là, je vais vous mettre les bons et les mauvais côtés. Et ça se met en place. Je pense que ça sent bon pour l'avenir. Il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui qui sont déjà bien, mais il y a beaucoup de limitations qui font que c'est pas encore la carte parfaite. Je peux même vous recommander une alternative qui existe, qui est pas mal aussi dans le même truc. Donc, on attend un peu que les gens arrivent parce que là, on est 24. Mais ouais, c'est en train sinon, sinon, d'arriver. sinon, ils regarderont sur YouTube, hein. Je Ah vois, bah, je vois 200 moi du côté de Twitch. Là, ça arrive, ah ça oui, arrive. ça vient de s'actualiser. On est passé de 24 à 200, effectivement. Oui. On va Mais donner ouais, 2 minutes aux admins. et je pense que tu es parmi les premiers à l'avoir reçu d'ailleurs. Hein. Je suis pas le premier. Je me suis fait front run en France par Jérôme de Tichet, le créateur d'Ethereum France, qui l'a eu la veille, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est le même matin, c'est juste que je sais pas, le postier est passé avant. Mais en tout cas, j'ai vu passer un tweet de Jérôme. Tiens, je vais le mettre dans le chat, qui détaillait un petit peu le truc et il était plutôt bien. C'est pour ça que je vous en parle et que je le mets en avant. Je le trouve, je le mets dans le chat, comme ça tu pourras peut-être le partager. Et il a fait un petit trade là-dessus. Voilà. Et à 21h, paf, dans le chat, si tu veux le partager. Donc, Jérôme de Tichet, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller le suivre. C'est le créateur d'Ethereum France. C'est aussi le fondateur de Comet, qui est un projet assez sympa, qui travaille beaucoup en ce moment. À la base, c'est un jeu et ça reste un game studio, mais ils se sont spécialisés en Web3 Studio. Donc, ils développent pas mal de choses pour d'autres projets dans l'écosystème. Et aussi, ils se sont spécialisés dans l'account abstraction. Ils développent des wallets as a service, des trucs assez sympas. Donc, plutôt un bon projet. Mais là, on parle de Gnosis Pay. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Gnosis, qui est une sidechain d'Ethereum, a lancé une carte Visa qui fonctionne directement avec l'euro E de Monerium et le XDAI, qui est la monnaie native de la Gnosis Chain. Du coup, pour pouvoir top up la carte, soit on a déjà du XDAI qu'on transforme en euro E, soit on a déjà des cryptos qu'on transforme en euro E et c'est assez rapide. Soit on peut faire un KYC relativement rapide et c'est Onfido qui s'occupe de ça. On va pouvoir se créer un compte Monerium de cette manière-là. On va top up, on va faire un virement. Si vous avez Revolut, ça prend littéralement 2 minutes. Et vous allez pouvoir faire un virement en euros et créditer votre carte en euro E directement de cette manière-là. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Donc, vous pouvez faire un virement en euros ou vous pouvez transformer vos cryptos en euro E. L'euro E, c'est un stablecoin euro. C'est fait par Monerium. Monerium, c'est une e-money license institution. Ils sont d'origine islandaise, mais ils sont basés en Estonie et en Espagne pour leur licence. Ça fonctionne pas mal. Et vous avez un vrai IBAN avec eux. Donc la carte est liée à un IBAN qui est basé en Estonie. Donc c'est un peu le même système que si vous avez Revolut, ce genre de choses. Donc attention, je vous le dis tout de suite. Si vous prenez ce système-là, si vous êtes français et que vous nous écoutez, vous devez déclarer ça comme compte à l'étranger. Parce que bah, ça fonctionne comme un compte en banque à l'étranger parce que vous avez un IBAN. Et du coup, le wire transfer, tu peux descendre, s'effectue et en moins de 5 minutes, votre carte est créditée. Et du coup, la première fois que vous utilisez la carte, vous avez besoin de mettre le PIN dans un terminal. Donc, vous faites un paiement normal. Et après, le sans contact fonctionne sans aucun problème. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites le paiement, à cet instant même, c'est le moment où le Gnosis Safe, donc le smart contract qui détient vos fonds,
auquel vous avez un contrôle complet, donc c'est no custodian à ce moment-là. Ça devient custodian, en fait, vous perdez l'accès à vos fonds une fois que vous l'avez dépensé. Mais en même temps, si vous avez dépensé vos fonds, bah, c'est que vous les avez dépensés, quoi. Ils sont plus à vous. Et donc, jusqu'au moment où vous faites le paiement sur le terminal de carte bleue, ça reste sur un smart contract que vous contrôlez. Vous pouvez retirer vos fonds à tout moment. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et quand vous payez, en fait, le smart contract va retirer les fonds de votre wallet et les envoyer directement au processeur de paiement directement. C'est une vraie carte Visa, c'est fait par le réseau Visa et donc ça fonctionne plutôt bien comme ça. Voilà sur les basiques. Et oui, ça prend 15 secondes entre le ticket et la transaction, le process de la transaction. Cool. Bah, ça a l'air plutôt fonctionnel, et après sur les points un peu à améliorer, tu avais relevé quoi toi pour l'instant? Alors, il y a plusieurs choses. Pour l'instant, ça fonctionne que sur la blockchain Gnosis. Donc Ouais. c'est un petit peu limitant. Après, vous êtes des experts maintenant, vous avez regardé l'émission plusieurs fois et vous connaissez jumper.exchange. Donc je vais vous le remettre dans le chat, mais vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes des experts. Mais hop, si vous ne voyez pas de quoi je parle, on a fait une présentation lundi dernier sur cet agrégateur de bridge qui vous permet de passer d'un layer 2 à un autre layer 2 sans payer des frais de transaction hallucinants. Donc en fait, si vous avez des USDC, par exemple, si vous avez un compte Binance aujourd'hui, vous pouvez très facilement retirer des USDC sur Polygon, par exemple, et après vous utilisez Jumper et vous balancez vos USDC sur Gnosis que vous transformez comment ça, en euros E et vous créditez votre carte. Si vous avez des problèmes de frais de transaction, vous faites comme on vous a dit la semaine dernière, maintenant vous êtes des experts, Small Refuel, je vous remets l'adresse encore une fois, comme ça c'est mis en avant, et smallrefuel.com, je vous la remets dans le chat. Ça vous permet de faire en sorte de payer les frais de transaction. Donc en fait, vous n'êtes jamais vraiment bloqué, mais c'est quand même limitant qu'on puisse. Il n'y a qu'un seul actif qu'on peut utiliser, l'euro E. Il faut créditer la carte avec les euros E. Donc on peut pas juste avoir des Ethers sur ce compte-là et puis quand vous les dépensez, ils sont transformés en euros, etc. Non, il faut faire l'action soi-même de transformer ces actifs en euros E et de les envoyer sur le compte qui est associé à la carte. C'est un peu limitant, je trouve. Pour l'instant, il n'y a pas Apple Pay, Google Pay. Ils disent que ça vient à la fin du mois, donc ça viendra dans quelques semaines, mais moi c'est assez limitant parce que j'aime pas me trimballer avec 50 cartes. J'avoue, j'ai tout dans le Apple Pay et c'est quand même plus pratique comme ça. Dans les points positifs, il y a zéro fee. Donc, vous payez pas 1 euro dans le on-ramp. Si vous envoyez des euros à Monerium et que vous les transformez en euros E, et vous payez pas 1 euro de frais. Si vous transformez et quand vous faites votre paiement carte bleue, si vous dépensez 10 euros E, vous êtes débité de 10 euros E et il y a zéro frais. Alors bien sûr, c'est un produit d'appel, hein, c'est des frais il faut déjà la première chose, c'est que c'est pas complètement gratuit. Il me semble que la carte, c'est 30 ou l'équivalent entre 20 et 30 euros. Donc, vous payez quand même un premier frais pour obtenir la carte et qu'on vous l'envoie. Et je pense qu'à l'avenir, je pense qu'ils vont être gratos pendant 6 mois, pendant 1 an, histoire de se faire connaître, etc. Après, ils feront comme tout le monde, ils mettront 0,5% ou 1% de frais parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais pour l'instant, c'est plutôt intéressant que ce soit pas payant. Et il y a Gigi96 qui dit on est obligé d'avoir la carte ou on peut utiliser Google Pay. Comme je l'ai dit il y a littéralement une minute, pour l'instant, il n'y a pas d'Apple Pay, il n'y a pas de Google Pay et il prévoit que ça arrive à la fin du mois. Mais pour l'instant, c'est limitant. Il faut la carte physique entre les mains. Et il y a à toi, Ara, qui dit c'est payant Monerium. Les amis, il faut prendre votre café le matin, puisque je viens de dire aussi qu'il y avait zéro frais de Monerium. Donc, zéro frais off-ramp et zéro frais on-ramp. D'ailleurs, Monerium, si vous voulez créer un compte, maintenant, en fait, comme ils sont victimes de leur succès, on a fait un petit peu trop de pub. C'est devenu sur invitation only. Sauf que j'ai négocié qu'on puisse avoir des invitations directement.
Donc, je vais vous partager ça, le lien d'invitation que j'ai eu. Ah merde, c'est que 3 par 3. Je peux pas en avoir plus. Ah merde. Je crois que je leur avais dit de... et ben on va réfléchir. Je vais leur demander qu'ils fassent des liens d'invitation un petit peu plus nombreux parce que là, j'en ai que 3. Moi, je peux vous les mettre dans le chat, hein, mais on va essayer d'en avoir plus. Je Nice. vous mets, Il y je avait vous mets mes liens, mais ouais. bien sûr, c'est pas rémunéré. Il n'y a pas de système de référal. Je gagne absolument rien à vous donner ces liens-là. Je préfère être transparent là-dessus. C'est juste histoire de vous permettre de participer. Yep, il y avait I Love ETH qui dit nous remercier, enfin qui te remercier par rapport à l'airdrop de Starknet et ça va me permettre d'en discuter un peu. On va passer du coup sur Starknet par rapport à cet airdrop donc qui est en cours, qui a fait beaucoup d'heureux qui ont vu leur gratification en token Starknet arriver et beaucoup de déçus qui pensaient être dans les clous mais ne l'ont pas eu. Donc hier, voilà, il y avait deux sons de cloche du côté des réseaux sociaux, avec aussi ceux qui disaient ouais, j'ai tout rempli, pourquoi je l'ai pas eu, etc. D'ailleurs, même nous là dans les administrateurs, il y avait un gars qui est plutôt assidu et tout ça, hein, et qui malheureusement, je crois pour je sais plus si c'était le fait de ne pas avoir détenir assez longtemps 0,05 ETH ou Ouais, juste c'est qu'il lui ça. Il manquait fallait 10 une dollars de balance. volume. C'est ça. Il y Non, avait, il fallait une balance minimum. En fait, ouais, moi, je trouve que c'est quand même un airdrop plutôt bien équilibré. Quand on regarde la répartition, le fameux graphe, je crois que je l'avais mis sur mon Twitter et je sais pas si tu l'as repartagé aussi, CM. Quand tu regardes la répartition, les utilisateurs ont eu plus de la moitié du volume du airdrop. Les gens qui stake sur Ethereum ont eu 20%, les développeurs, les gens qui font des EIP, les gens qui utilisaient StarkX. StarkX, c'est tous les OG qui ont utilisé il y a longtemps Sora, qui ont utilisé la première version de DYDX, etc. Ils ont eu quand même du airdrop. Guild Protocol Member d'Ethereum, c'est vraiment les core développeurs d'Ethereum et c'est bien de soutenir ces personnes-là, même si ça représente, c'est que 160 personnes, donc c'est 0,2% du airdrop. Les développeurs Starknet et les membres de la communauté Starknet qui sont impliqués. Donc il y a quand même quelque chose qui est bien réparti. Malheureusement, je pense qu'ils ont fait deux erreurs pour moi. Après, bon, ça peut pas être parfait un airdrop. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir pris en compte les gens qui stake avec Rocket Pool et ce genre de manière de staker en mini pool parce que c'est pas très inclusif. Parce que les stakers d'Ethereum qui ont 32 Ethers, avec Rocket Pool, il en faut que 8 et avec Stader, il en faut que 4. Et du coup, 32 Ethers, c'est beaucoup d'argent, donc c'était un petit peu exclusif de mettre les gens de Rocket Pool dehors. Ils s'en sont rendus compte, ils ont pris contact avec Rocket Pool et a priori, ce sera corrigé. Donc d'ici, parce que là, on connaît notre éligibilité, mais le vrai airdrop, ce sera le 20. Donc c'est dans 5 jours. Donc durant les 5 jours, là, ils peuvent faire quelques ajustements. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une erreur qui est corrigée. Et pour moi, la deuxième erreur, c'est d'avoir... et c'est l'erreur qui avait été faite par Paraswap à l'époque et qui avait fait beaucoup de jaser à l'époque aussi, c'est d'avoir une balance minimum sur le wallet. Or, quand on est sur des layer 2 où les frais de transaction sont très faibles, généralement, les gens gardent le minimum juste pour payer le gaz et le reste, ils le déposent. Et c'est vrai que moi sur Ethereum, j'ai très peu, enfin, je vais pas non plus me plaindre, mais la plupart de mes Ethers, ils sont soit sur AV, soit stakés chez Lido ou chez Rocket Pool ou utilisés en collatéral. Enfin, ils sont en train de travailler. J'ai très peu d'Ethers qui dorment juste pour payer des frais de transaction. Je prends que le strict minimum. Et sur un layer 2, le strict minimum, il est assez faible. Et du coup, la balance minimum, elle est assez faible pour beaucoup de gens. Donc, ça exclut pas mal de vrais utilisateurs. Ils ont encore 5 jours pour corriger le tir. Pour moi, c'était un petit peu... Ils auraient dû mettre la barre un petit peu plus basse que celle qu'ils ont mis actuellement. On verra s'ils corrigent le truc. Mais ça reste... De toute façon, il y aura toujours des râleurs, hein. Mais moi, j'ai du mal, d'un point de vue philosophique, avec le fait de râler quand on reçoit de l'argent gratuit. Enfin, au bout d'un moment, les gars, moi, j'ai touché 1800 tokens parce que je suis développeur open source.
J'ai pas touché mes tokens d'utilisateurs parce que c'est vrai que j'ai utilisé Starknet, mais je faisais pas partie des critères. J'ai pas fait assez de volume, j'ai pas fait sur suffisamment de mois différents. J'ai vraiment utilisé Starknet, j'ai fait que j'avais à faire, mais après j'avoue que j'y suis pas retourné à ce moment-là. Bah voilà, j'ai pas eu mes tokens mon airdrop d'utilisateur, j'ai eu mon airdrop de développeur, je suis content, tu vois. Et j'ai pas besoin de me plaindre et dire ah non, je suis quelqu'un de très important, donnez-moi des tokens, je les mérite. C'est ce que j'appelle les crypto-Karen. Au bout d'un moment, les gars, l'argent gratuit, c'est bien, quoi. Moi, si on me donne $1 gratuitement, je le prends. C'est un petit peu ce qui me gêne actuellement dans la philosophie des airdrops, où les gens se sentent vraiment, on leur doit des choses. Bah non, c'est de l'argent gratuit, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que, au niveau de la frustration des airdrops, je pense que, à chaque fois, comme les règles changent d'un airdrop sur l'autre, les gens, à la fin, ils sont tout le temps déçus dans tous les cas, quand il y a des règles qui sont relativement strictes ou des règles auxquelles on ne pouvait pas s'attendre au vu des précédents airdrops. Et vu que chacun, à chaque fois, ben, fait un snapshot qui est complètement différent en fonction de règles qui sont complètement différentes, etc. Après, voilà, ça crée beaucoup de frustration. Après, je crois avoir vu passer que dans tous les cas, il y aura peut-être un second, voire un troisième batch d'airdrop. Donc là, il y a un truc primaire qui a été fait, mais ça sous-entendait que voilà, s'ils estiment qu'il y a des gens qui, en quantité, auraient été lésés par X ou Y règles, Bah, potentiellement, ils pourraient ouvrir un peu plus apparemment pour un bah, deuxième surtout là, batch. les 5 pro, là, ils analysent hein, vraiment le feedback. Et par exemple, sur Rocket Pool, je pense que j'ai vu passer que c'est officiel ils vont considérer les gens qui ont stacké avec Rocket Pool. Et du coup, ils vont recevoir leur airdrop. Ils vont recevoir 1800 tokens chacun, ce qui est quand même très honorable. Tu vois. Donc voilà, ils ont encore 5 jours pour ajuster un petit peu le tir. Et je vois les commentaires et en fait, vous êtes très partagés sur la question. Et moi, je peux comprendre la frustration, hein. Je peux comprendre que vous avez l'impression d'avoir fait vos devoirs et qu'il n'y a pas forcément de récompense en face. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais ma philosophie là-dessus, et je suis enfin, il n'y a aucun problème de ne pas être d'accord avec moi, c'est que faire ses devoirs, c'est déjà le travail en soi. Le fait d'avoir un airdrop, ça ne peut être considéré que comme un bonus. En fait, personne ne vous doit rien. C'est vous qui faites vos devoirs, c'est vous qui faites vos recherches, c'est vous qui allez explorer des choses, qui allez apprendre des choses, qui allez trouver des opportunités en faisant ce travail. Si vous le faites juste pour la récompense, en fait, vous avez loupé l'intérêt, quoi. C'est le truc bateau, tu vois. Le voyage, l'important, c'est pas que la destination, quoi. C'est aussi ce qui se passe pendant le voyage. Donc, c'est chacun sa vision des choses. Je suis d'accord qu'on soit pas d'accord, et c'est très important qu'on puisse s'exprimer là-dessus. Mais je vous ai mis en avant ma vision des choses, en tout cas, quoi. Après, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires à l'idée d'airdrop tout court, mais enfin, il y a pas mal de, comment dire, de streams de discussion en simultané qui viennent se percuter en même temps et qui sont pas discutés séparément, tu vois, comme ils devraient l'être. Et comme souvent, la problématique du côté de Twitter ou ailleurs, c'est que de suite, c'est les voix les plus agressives ou qui font le plus de buzz, entre guillemets, qui portent le plus. Alors Mm. que, comme tu viens de le dire, globalement, eux, ils sont quand même dans une démarche d'essayer un minimum de régaler et d'écouter la communauté. Donc, ils savent Bah, très d'ailleurs clairement. qu'ils doivent probablement beaucoup à leur communauté. Et c'est pour ça aussi que il y a des grants pour les développeurs, etc., tous ceux qui ont participé. Donc après, c'est vrai que les airdrops, peu importe comment on tourne le truc, mis à part des airdrops qui ont été très favorables, où il y avait quasiment aucune condition, il te suffisait de détenir un Solana, un Dimension, un Celestia, et derrière, tu avais le jackpot. Ça arrive assez peu souvent. Et finalement, peut-être qu'avec Ouais, les mais airdrops récents, les gens, ils ont été mal habitués aussi. bah, le problème, c'est que, ouais, on va pas se le cacher, hein, et bien sûr, on pourra jamais le prouver, mais ces airdrops-là, faut arrêter de se foutre de la gueule. C'est une manière pour les insiders, une manière pour la team et leurs copains, de se distribuer une partie du supply sans le dire. C'est-à-dire que Et quand de on a faire de la des pub aussi. et de De faire de te la faire de pub la pub. aussi. Mais en même temps, quand c'est tellement facile de gamifier l'airdrop et que c'est toi qui écris les règles,
Bah, c'est simple, hein, tu fais 850 wallets et bizarrement, ils sont tous éligibles et tu te chopes 850 airdrops. Alors officiellement, la team n'a pas eu un pourcentage hallucinant du supply du token. Officiellement, les investisseurs sont plutôt faire dans la balance. Mais quand tu comptes et tu regardes les wallets qui ont reçu les airdrops, tu dis, ah bah en fait, il y a 2 ou 3% du supply qui vont dans les mêmes mains que ce qu'on nous avait pas dit, quoi. Et ça, je ne vais pas non plus aller dans la théorie du complot. Mais forcément, il n'y a aucun airdrop qui est parfait. Forcément, il y aura toujours des abus. Mais je ne suis pas forcément pour le fait d'avoir un truc hyper ouvert. Parce que déjà, c'est officiellement une activité industrielle aujourd'hui, le airdrop. Il y a vraiment quelques acteurs qui font tourner des centaines de milliers de wallets, qui font tourner des centaines de milliers de wallets, qui font des transactions. Il y a même des gens qui ont des chats GPT où ils sont dans les Discord à faire semblant d'avoir des discussions. Il y a des gens qui te créent des propositions dans les GitHub qui sont complètement débiles, mais juste pour pouvoir être éligible potentiellement à quelque chose. Ce qui fait beaucoup de bruit, ce qui fait quand même un peu de mal à l'industrie. Et, euh, et, et ce sera jamais parfait. Il y aura toujours des abus. Et plus tu ouvres et que tu donnes à n'importe qui, plus en fait, tu donnes à ces acteurs qui, pour moi, n'ont pas vraiment de plus-value. Et il faut pas oublier que le but du jeu, c'est quand même de donner un petit peu une partie de l'écosystème à et une communauté qui est durable. Or, il y a 80% des gens qui touchent les airdrops. La première chose qu'ils font, c'est dump et après, ils passent au airdrop suivant. Et on est sur une philosophie de criquet pèlerin. Les gens, ils arrivent, ils farment, ils déposent, ils font leurs petites transactions, ils font leur petit volume. Après, ils tendent leur gamelle, ils touchent le airdrop, ils mangent, et puis ils passent à la maison suivante. Et ça, la plus-value long terme pour l'écosystème, elle est de zéro, quoi. Il y a plein de layer 2. Tu regardes leur chart sur Definama avant et après le airdrop, ils ont perdu 90%, 95% de leurs utilisateurs et leur TVL. Et si c'est le airdrop juste pour le airdrop, ça veut dire que bah, le airdrop, c'est le produit du layer 2 et le layer 2 en lui-même, il n'a pas vraiment d'intérêt. Et ça, c'est des réalités qu'il faut observer. Et excuse-moi, Starknet, il reward essentiellement, il reward tout le monde, hein, il reward majoritairement les utilisateurs, mais il reward beaucoup les développeurs. Pourquoi? Parce que le développeur, il vient construire sur l'écosystème et il vient construire des applications qui peut-être vont attirer des utilisateurs réels qui viendront pas juste pour tendre leur gamelle, mais qui viendront utiliser les protocoles et faire vivre la blockchain. Et pour moi, c'est eux qu'il faut valoriser. Il faut toujours valoriser les vrais utilisateurs et les vrais contributeurs à un écosystème. Et ce sera jamais parfait, mais en tout cas, je pense que c'est plus intéressant que juste remplir la gamelle des gens qui l'attendent, quoi. Ouais, ça fait un bon résumé et j'ai pas plus à rajouter de mon côté. Donc, je pense que dans tous les cas, après, on va voir ce que ça va donner d'un point de vue technologique. Parce que là, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est un grand milestone quand le projet aboutit totalement, qu'il y a le token, que ça fait parler, etc. Mais derrière, la finalité, c'est à 1 an, 2 ans de maintenant, où en sera le projet Starknet et on fera bien entendu le point par rapport à tout ça. Je Très voulais clairement. en... Ouais, vas-y. Moi, personnellement, c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est Starknet, on verra la valorisation que ça a, etc. Moi, j'ai touché 1800 tokens en tant que développeur. J'ai aucune idée de la valeur que ça aura. En pré-market, je crois que ça se trade à 1,50 $, 1,60 $. Il faut faire très attention à ces pré-market parce qu'il y a très peu de volume, il y a beaucoup de hype. Ça ne veut rien dire sur la valeur future du token. Très clairement, ça ne veut rien dire. Donc, allez pas forcément vous exciter là-dessus. On Ouais. verra bien ce qu'on verra. Et surtout, par exemple, Celestia, je crois qu'au airdrop, ça valait 2 $ ou 2,50 $. Aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Et l'exemple inverse existe énormément où au airdrop, ça vaut quelques dollars et puis 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, ça vaut 10 centimes, quoi. Donc, faut pas trop s'exciter là-dessus. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de ça pour payer mon loyer. Et il prévoit de staker. Et donc, je pense que la grande majorité de mon airdrop, voire la totalité, je vais le garder. Et quand ils activeront le staking, je commencerai à le staker. C'est pas forcément un bon plan, hein. Ça a été un bon plan, par exemple, sur d'autres actifs. Mais je me souviens de Paraswap. Paraswap, j'ai gardé tout mon airdrop, j'ai tout staké.
ça n'a pas été la meilleure opération financière de ma vie. Bon, après, c'est pas grave, hein, moi j'aime bien Paraswap et je soutiens le projet, mais voilà, c'est chacun fait ce qu'il Faut veut avec son prendre, airdrop. faut Voilà. prendre aussi en considération que la valuation, la valorisation avait été faite vers Ouais, la 2 fin du milliards, bull hein, run pour c'est Starknet. ça. Donc attention, effectivement, peut-être que ça fera pas justement comme Celestia. Mais bon, après, comme d'habitude, on ne peut que spéculer tant que ça n'est pas arrivé. J'en viens, hop, je change d'écran à ce petit tweet de Grégory Raymond ce matin qui met bien en perspective ce qui est en train d'arriver au niveau des ETF spot, puisque en seulement 5 semaines, les 10 ETF Bitcoin spot ont collecté 35 milliards de dollars. Donc, c'est le meilleur départ pour un actif financier depuis la création des ETF et beaucoup plus que ce qu'avait modélisé ou anticipé Galaxy en octobre, où il disait qu'il y aurait 14 milliards pour l'année entière, la première année. Donc, on a fait un fois 2,5 basiquement sur 5 semaines par rapport à l'objectif annualisé qui était prévu. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que là, pour le coup, quand on avait reçu Bitcoin la dernière fois, lui était partisan de dire que ça allait vraiment ouvrir les vannes sans même qu'on s'en rende compte. Et là, pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver. Pour moi, en fait, le plan se déroule exactement comme prévu. C'est-à-dire que, c'est un produit qui intéresse les institutions investissent. Comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines dans l'émission, je trouve que c'est une tragédie silencieuse parce qu'on est à la fin du début. C'est-à-dire on est early dans les cryptos, c'est terminé. Pour moi, c'est la dernière année où il y avait des early, dans les cryptos et maintenant, les institutions reprennent la main. Le supply de Bitcoin change de main. Il y a des acteurs comme Michael Saylor qui détiennent plusieurs pourcents, je crois plus de 5% actuellement, mais ils se dirigent tout doucement vers les 6-7. Je me souviens pas exactement du chiffre, mais vous avez le truc en tête. Les ETF qui prennent du supply, etc. Si vous êtes un particulier et que vous vendez vos Bitcoins, vous inquiétez pas, il y a des gens qui les rachètent et eux, ils vous les revendront pas. Ou alors, ils vous les revendront à un prix qui sera bien plus élevé que celui auquel vous avez acheté. Ça fait partie du jeu. On a eu, en tant que retail, 15 ans presque d'avance sur ces institutions. On a eu 15 ans d'opportunités. C'est la première fois de l'histoire financière où les petits ont été servis avant les gros. Sauf que maintenant, les gros, ils sont là et ils ont faim. Donc maintenant, ça se met en place. ETF Bitcoin, ETF Ethereum, très probablement cette année aussi. Il va y avoir pas mal de refus, comme l'a dit Manu lundi dernier, pour pouvoir synchroniser tout le monde. Et je pense que les vannes vont s'ouvrir un peu avant les élections américaines. Et ce qui fait que Bitcoin et Ethereum, ils sont partis sur leur institutionnalisation et ça roule tout seul, quoi. La demande et l'offre, comme dit Greggy Green dans le chat, l'offre, elle est limitée sur Bitcoin. Donc la demande, elle sera toujours excédentaire. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Moi, j'ai un peu un avis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié cette période early des cryptos. Mais maintenant, on passe à autre chose, et on passe à une professionnalisation et une institutionnalisation. Et il va falloir s'y faire et on ne reviendra pas en arrière. Il y avait Sacha qui disait: «Est-ce qu'on connaîtra un bear dans ces conditions?» À coup Bien sûr, sûr que oui, oui. Oui, mais oui. peut-être pas dans les proportions qu'on a connues par le passé. En fait, maintenant, ce qu'il faut viser, c'est les capitalisations et le jour où tu auras, peut-être un jour, un crypto total market cap entre 5 000 et 10 000 milliards pour venir chercher celui du gold, peut-être que, les bear markets, ça sera à -15, -20, -30 et pas à -70 ou -90. Mais ça risque effectivement de casser encore plus la volatilité, l'arrivée des institutions, que ce que c'était au préalable. Ça, c'est clair et net. En fait, on va Ouais. avoir un double effet sur ça et c'est pour ça que ce cycle ou maximum celui d'après sera probablement le cycle de plateau, où là, par contre, ça risque de devenir bien moins intéressant pour les particuliers de venir s'exposer aux cryptos pour uniquement la volatilité, en tout cas. On voit qu'on a en plus beaucoup de volatilité sur le marché américain. Donc désormais, quand tu achètes du Coinbase, quand tu achètes du MicroStrategy, du Nvidia, du Tesla, du Apple, enfin Apple, c'est pas vrai parce qu'il est trop capitalisé maintenant, ça bouge beaucoup moins. Mais tous les autres, ça fait des performances comme si tu étais en crypto, quoi. C'est complètement fou. Donc
plus tard, ben, peut-être que ça sera moins intéressant pour tout à chacun d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas, de venir s'exposer au marché crypto puisqu'il sera trop capitalisé et il y aura beaucoup moins de volatilité. Donc les bears, oui, il y en aura. Peut-être même que d'ici justement la fin de ce cycle ou de celui d'après, on va se taper 3, 4, 5 ans de plateau semi-bear au niveau du marché crypto où en apparence il ne se passera plus rien. C'est ce qui était arrivé à d'autres actifs par le passé. Hein. Et quand je parle d'actifs, des bons gros trucs, pas le petit actif non coté. Donc ouais, ça va être des années où ben, déjà là, comme le disait Marc, on a la sensation que les choses sont en train de changer. On a la montée de l'IA aussi qui est en train de faire bouger beaucoup de lignes et changer beaucoup de choses. Et donc, la crypto devrait atteindre son apogée dans les prochaines années. Et à partir de là, est-ce que c'est une apogée où on dépasse ce plafond de verre et où on entame une adoption pleine et entière? Ça veut dire que d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue sécurité, UI, UX et tout ce qui va bien pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. On ne sait même pas qu'on utilise la blockchain. Ou bien est-ce qu'on se heurte à ce plafond final et derrière on se rend compte que la technologie résout pas tant de trucs que ça, il y a une autre techno montante d'ici quelques années de plus et la blockchain sera relayée à ce qu'elle est aujourd'hui sans adoption pleine et entière. C'est aussi une possibilité. Donc on est un peu à ce point pivot. Le point pivot de l'Internet des années peut-être 2000 où on avait eu déjà le début, vraiment l'aperçu de ce que ça pouvait être et à un horizon de temps de 10-20 ans supplémentaires, est-ce que on appuie totalement sur le champignon et ça devient la transparence et l'utilisation pour des milliards d'êtres humains? Et là, d'un point de vue infrastructure, pour l'instant, on n'est pas du tout prêt. Ou est-ce que ça restera un doux rêve qui continuera d'exister malgré tout, puisque la blockchain telle qu'elle est designée aujourd'hui, il y a des besoins qui sont réels et on voit dans les pays Amérique latine, Turquie, Afrique, etc., ils préfèrent immédiatement convertir le peu d'argent qu'ils ont en stablecoin pour lutter contre l'inflation. Donc c'est une question de survie dans certains endroits sur le globe. Mais pour le coup, voilà, je me pose aussi, moi, pas mal de questions quant au devenir, malgré tout, de la blockchain et des cryptos au sens global, et peut-être au sens philosophique, maintenant qu'on a donné les clés du camion aux banquiers qu'on était censé contre lesquels on Très était clairement. censé lutter. Pour moi, il y a plusieurs choses qu'on a échoué. Il faut être réaliste hein, sur ces questions-là. Déjà, on a complètement échoué sur la vie privée. Aujourd'hui, la crypto et la vie privée, ça n'existe plus. Il est devenu impossible, de manière, en tout cas de manière sérieuse et à une certaine échelle, d'acheter des cryptos sans montrer son passeport. Alors, ça a des bons et des mauvais côtés. Hein. Je fais des constats. Je suis pas en train de juger. Et ça, c'est très important. Mais la question de la vie privée, elle a été complètement perdue. Tornado Cash, pour moi, ça a fait l'affaire que Tornado Cash a fait un précédent où on s'en relèvera pas là-dessus. Et donc, on a abandonné le fait que on puisse disposer de manière privée de son argent. Et ça, les cryptos, alors certains diront Monerium, mais Monerium, ils se sont fait virer de Binance, etc. Il y a très peu d'utilisateurs. Et faut voir les oiseaux de la communauté Monerium. Je sais pas si vous avez croisé un mec de la communauté Monerium en vrai dans votre vie. Vous n'avez pas envie de passer le week-end en camping avec eux. Mais bon, ça c'est chacun son truc. Et donc ça, je pense qu'on a échoué là-dessus. La deuxième chose où on a échoué, c'est de garder le contrôle sur les institutions. Aujourd'hui, les institutions, elles sont vraiment au contrôle, pas forcément du coin. Hein. Bitcoin n'a pas de système de gouvernance. Chacun peut faire tourner la version du logiciel et faire des soft forks de cette manière. Donc, il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce qu'est Bitcoin de manière intrinsèque, mais par contre, ce qui entoure Bitcoin avec les ETF, avec l'arrivée des institutions, avec des acteurs qui sont de plus en plus gros dessus, ça a quand même changé un petit peu la donne et la manière qu'on a une d'approche de l'écosystème des cryptos. Ça fait partie des choses, il faut l'accepter. Et de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Les choix ont été faits et maintenant on vit avec. Et ça fait partie du truc. Après, en termes d'adoption, l'adoption, elle est réelle. Les ETF, pour moi, c'est un game changer. Le ETF Ethereum, ce sera un game changer aussi. Euh, on, et euh,
aujourd'hui, c'est facile d'acheter de la crypto parce qu'on a la Websan, parce qu'on a eu Mika. Donc, contrairement à il y a quelques années, aucune banque française fermera votre compte parce que vous avez fait un virement depuis Coinhouse vers votre compte en banque, alors que moi, ça m'est arrivé en 2017. Kraken, ils n'ont pas de problème à être là. J'étais la semaine dernière avec le représentant de Visa, et Visa, ils adoptent complètement les cryptos, ils n'ont aucun problème avec ça, ce qui fait que quand vous avez une carte Ledger, bah, il y a marqué Visa dessus, quand vous avez une carte Gnosis Pay, il y a marqué Visa dessus, quand vous avez une carte OliL, il y a marqué Visa dessus, etc. Donc eux, ils n'ont aucun problème avec ça, ils ont dit, bon, bah, les cryptos, aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a Mika, donc c'est légal, donc nous, on est prestataire de services de paiement, donc tant que c'est fait par des gens qui ont les bonnes licences, il n'y a pas de problème, on peut faire les cartes, on peut faire fonctionner les choses. Ça, c'était difficile à envisager il y a quelques années. C'est des cartes crypto, ça fait longtemps que ça existe, mais elles étaient toujours un petit peu shady, au fin fond d'une juridiction un peu bizarre, etc. Maintenant, elles ont pignon sur rue. Le Zispay, c'est à Berlin, et il n'y a aucun souci sur les licences. Monerium, c'est ni money license, ça va être dur à déboulonner. C'est pas juste des petites startups inconnues dans des juridictions bizarres. Donc ça, on a quand même gagné là-dessus. Et a priori, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, en termes d'adoption, pour moi, le déclencheur, on l'a fait il y a un an, il y a 6 mois, un an. Je pense qu'on a passé le déclencheur et que maintenant, on part sur une adoption de masse. Et les seuls limitants, c'est l'expérience utilisateur et la scalabilité des actifs. Donc, il y aura toujours des blockchains qui seront un peu plus rapides que d'autres, de type Solana, etc., qui permettront de faire certains cas d'usage. Et il y aura toujours des layer 2 qui vont s'améliorer, qui permettront de faire d'autres cas d'usage. Mais en termes d'adoption, on est sur une adoption de masse qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus. Mais comme dit 0xBaka, c'est plus très cypherpunk. Et effectivement, l'esprit cypherpunk des cryptos, les amis, je suis désolé de vous le dire, mais c'est terminé. C'est l'esprit bac à sable que j'avais vu dans le chat aussi, l'esprit d'expérimentation, un peu ce qu'a été. Bien sûr, je suis trop jeune pour avoir vécu ça, mais ce qu'ont probablement vécu les gens qui ont codé et qui ont participé au tout début d'Internet, avant qu'il y ait les GAFAM, avant qu'il y ait les Meta, Google, etc., qui reprennent la main. Tout ça, c'est terminé. Et pour moi, on ne reviendra plus en arrière. Et ça fait partie de la maturité. On a gagné certaines choses et on en a perdu d'autres, et il faut accepter. Mais il faut accepter tel que ça existe aujourd'hui. Il y a Bitstamp qui va lister des actifs tokenisés. Bitstamp aussi qui, petit à petit, a l'air d'entamer son virage ou son pont, on va dire, avec des sous-jacents TradFi. Qu'est-ce qu'on avait de beau encore? Je sais pas, dans le chat aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, ça fait, déjà, 40 minutes, hein, qu'on est en live, ça passe vite. Ouais, j'avoue, hein, c'est plutôt cool de vous voir le matin et on est 400, ce qui fait Ouais. que c'est lever la main à ceux qui sont au bureau et qui ont un petit AirPod dans l'oreille. Je sais pas si vous pouvez accéder au chat, mais on vous, on vous voit et moi j'ai été l'un d'entre vous il y a quelques années. C'est avant, dans mon dernier boulot avant la crypto, je faisais la politique du double écran et du petit AirPod au fond de l'oreille. Donc je continuais de bosser, je tirais pas au flanc. Donc mon boulot était fait, mais j'avoue que un petit pourcentage de mon focus était dans les cryptos déjà. Et je vois que Ouais, vous êtes beaucoup pareil. à lever la main. Saluez votre boss de notre part. Je me dépêchais même de faire ce que j'avais à faire pour après, faire des analyses techniques sur le second petit écran, enfin bref, Ouais, bah c'était oui, bien on marrant. on est tous passés par là. On vous souhaite que ce bull run vous soit profitable et que vous gagniez encore plus en liberté pour faire ce qui vous passionne le plus. Mais voilà, c'est cette situation qu'on décrit, on l'a vécu. CM l'a vécu, je l'ai vécu et on vous souhaite le meilleur pour la suite dans vos cycles. Ouais, c'est clair. Puis là, bon, depuis 2023, ça se présente vraiment plutôt pas mal, c'est cool. Quand je vois même, l'action Coinbase où, quand il y a eu l'introduction finalement, c'était le premier top en avril 2021. Ce qu'on s'est traversé, peu on aurait pu abandonner 100 fois, hein. Moi, je sais que, j'ai suivi l'intro. Il y avait un pricing super agressif au début où on n'était pas loin de 400 $. J'ai commencé à rentrer à 200, mes premières actions de Coinbase. Et quand il est venu à sous les 30 ou 35 $, c'était voilà, la bérésina, hein, pendant le bear market. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai l'impression que quasiment tout le crypto Twitter américain, en tout cas, ou anglais, commence à en parler.
Et voilà, il y a Mm. une vraie prise de conscience autour du truc. Et c'est pour ça que ça soit les actions ou que ça soit les cryptos ou peu importe, si vous n'avez pas des convictions qui vous tiennent au long terme et que vous arrivez à faire le dos rond pendant ces périodes de bear qui sont vraiment intenses pour le marché crypto, je le mettais hier d'ailleurs dans un autre post sur Twitter. Il y a eu un moment où je me suis posé la question moi-même et on devait être entre 15 et 18 000 dollars sur Bitcoin quand on était sous la moyenne mobile 200 semaines, chose qui n'avait jamais été faite, sous l'ex-ATH des 20 000, chose qui n'avait Ouais. jamais été Tout faite. était dans le rouge à ce moment-là. J'étais Ouais. en train de me dire, je ne sais même pas si on reverra un jour Bitcoin à 70 000 ou même à 50 000 là où on est aujourd'hui. Je commençais à vraiment être désespéré et à douter. Et en fait, c'est ces moments-là de doute intense qui sont humains, normal, même quand on a des convictions, qui derrière, comme on le dit souvent, finalement, sont qualifiés de « Ah, il a été chanceux d'acheter du Bitcoin à 15 000 ». Mais à Ah ce oui. moment-là, on n'était pas chanceux du tout en étant en PLS comme tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de faire ce genre de rétrospective. D'ailleurs, D'ailleurs, en parlant de rétrospective, je peux vous faire, bien sûr, c'est pas un des conseils en investissement, mais je peux vous faire le bilan de moi sur quoi je parie en ce moment et pourquoi. Euh, et parce que j'en ai parlé plus ou moins assez souvent dans l'émission. Et bien sûr, c'est pas des conseils en investissement parce que c'est des positions que j'ai prises il y a plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines. Donc, bon profil d'investissement, il est différent. Mais Coinbase, moi, je l'ai dit très souvent et ça fait partie de l'un de mes principaux paris TradFi de 2024. Pourquoi? Parce que les ETF, en fait, pour moi, c'est écrit. C'est-à-dire que Coinbase a été choisi par les États-Unis pour accueillir les ETF. C'est eux qui vont centraliser la majeure partie du volume. Leurs concurrents principaux, Binance, ont été invités gentiment à aller voir ailleurs sur le terrain des États-Unis purs. Donc, ils ont un boulevard devant eux. Les ETF sont un succès absolu. Pour moi, c'est une perle. C'est très clairement une perle. Et du coup, je DCA de manière agressive dessus. Je me suis pris un mur il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est les trois bougies. ouais, il y avait eu les 3 petites Voilà. semaines de baisse et on était Voilà, venu chercher le support des 115 et la moyenne mobile 20, c'était c'est juste ça. parfait. Sachant que mon prix de revient là-dessus, ça fait pas si longtemps que j'achète, mais je dois être aux alentours de 120, 130. Donc je suis bénéficiaire actuellement, mais il y a un moment où j'étais passé en négatif sur cette position. Mais en fait, quand on est en DCA, c'est pas vraiment un problème. On réfléchit le temps long, mais moi j'ai des objectifs assez hauts là-dessus. Peut-être que je rêve, mais en même temps, je suis très peu exposé à la TradFi et pour moi, c'est l'une des expositions qui m'intéresse. Le deuxième truc où je vous en avais beaucoup parlé, moi je suis rentré en mai de l'année dernière, c'est Gnosis. Gnosis, pourquoi? Parce que la Gnosis Card, c'était un truc intéressant. Ça reste une blockchain de OG qui fait les choses bien et qui fonctionne dans le bon sens. Aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé 250, donc je suis à x2,5 sur cette position. Donc, je commence à prendre très légèrement des profits là-dessus. Donc, je vous invite pas à rentrer sur un x2,5, mais là, on fait le bilan. On fait pas forcément les trucs. Il y a Chainlink aussi. Chainlink qui a pas mal bossé, qui a fait un énorme succès sur CCIP, où c'est devenu le provider officiel de Circle, qui est quand même le deuxième plus gros stablecoin. Il a fait une très belle année. Moi, je suis bien rentré, mais je suis sorti trop tôt. Je crois que je suis sorti sur un x2 sur cet actif. Donc je crois que je l'avais. De toute façon, j'ai acheté en live sur le live à 7 $, 7,50 $, et j'ai dû sortir à 15 $. Je sais pas, mes adresses sont publiques, donc vous pourrez aller vérifier un peu ma position, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Je pense que je suis sorti beaucoup trop tôt et qu'il a encore des choses à prouver. Le Chainlink, il fait les choses bien, il les fait dans le bon sens, il continue de bosser. C'est un écosystème et un token qui est assez haï, malheureusement. Et je trouve que leur travail finit par payer. Donc, c'est plutôt intéressant. La dernière position, ça, c'est plus pour l'avenir et c'est plus risqué, mais que je suis en train de prendre de manière relativement agressive, c'est CoSwap, le CoToken. Pourquoi? Parce que c'est relativement dangereux parce qu'il n'y a que 20% du supply qui est circulant. Il y a beaucoup de l'actif qui est à la team et qui est à la trésorerie, etc. Mais je trouve qu'ils font les choses bien. Ils ont annoncé hier
un nouveau modèle d'AMM qui peut capter la plupart du MEV. CoSwap, c'est l'une des meilleures plateformes pour échanger des actifs de manière décentralisée sur la blockchain. Et surtout, ils ont activé les frais. Donc maintenant, ils gagnent de l'argent, ils gagnent la moitié de ce qu'ils vous font gagner sur leur optimisation, ce qui permet, à mon avis, de le transformer tout doucement en cash machine. Par contre, j'ai $0 dans Nvidia, alors que je sais la valeur de Nvidia et que je sais la valeur de l'IA. Et ça, vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai laissé passer ce train-là, parce que la fusée, elle est partie et a priori, elle aura du mal à s'arrêter. Donc Ouais, voilà, mais on peut pas tout gagner, sinon on serait tous milliardaires. Donc justement, on quand se on prend aussi voit des la tôles, mais tronche des ça, bougies actuellement, quand ça va se retourner, ça va piquer le cul vénère, hein, pour ceux qui seront rentrés tout en haut là. C'est, voilà. quand tu vois juste la moyenne mobile 20 qui est à 500 alors qu'on est à 740, enfin, tu as compris, quoi. Mais c'est vrai que Il c'est un truc, que j'avais donné sur la chaîne, je Ouais, ouais, sais tu que l'as mis. De toute façon, tu les avais gens donné en ont action du mal à traditionnelle, tu as fait Meta, Nvidia ouais, et on avait fait Coinbase. Voilà, les gens feront leurs petits commentaires sur Twitter, mais bon, ouais. il y a ceux qui râlent, il y a ceux qui écoutent. Et le pire, c'est que j'ai retrouvé mon screen, hein, de l'époque. En gros, on était là autour de 110 $. On n'avait même pas encore résolu là, ce qui s'apparentait à une épaule tête-épaule inversée qui était plutôt belle, hein, d'ailleurs, au demeurant. Et donc, on était par là autour de 110, 120 $. Et j'avais aucune idée de ce que ça allait faire derrière. Et moi, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, parce que autant j'ai eu le point bas et je nous en félicite de l'avoir chopé au passage autour de la moyenne mobile 200. Autant j'ai dû vendre, j'ai commencé à vendre, je crois, à 280, 270 $. Et quand on était ici à 300 et des brouettes, jamais je m'étais dit que on continuerait de faire ce que ça a fait derrière. J'avais sorti l'intégralité de ma position qui était rentrée pourtant au bon moment. Donc, basiquement, j'ai sorti à peu près un fois 2,5 sur Nvidia. Je ne suis pas re-rentré, bien entendu, à partir du moment où c'est devenu complètement vertical. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que on ne sait jamais de quoi demain sera fait. C'est vrai que là, après, il y avait le pari sur l'IA, il y avait le pari sur les ressources de cartes graphiques. Ça a été également le Clairement. même play du côté de Microsoft, hein, finalement. Sauf que Nvidia était beaucoup moins capitalisé et a fait rentrer énormément d'argent. Et là, inutile de vous dire que en termes de Bah, parabole, c'est Nvidia, ils complètement fou ce gagnent qui est en train d'arriver. Inter Même dans les en termes de cryptos, c'est capitalisation, ils rare qu'on prennent, voit des trucs comme ça. l'équivalent d'Ethereum par semaine en ce moment. C'est Ouais. c'est vous dire, c'est tout l'écosystème, enfin, c'est absolument hallucinant. Après, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les amis, mais le truc, c'est que ils ont une hégémonie totale sur le secteur de l'IA parce que tous ceux qui lèvent des milliards en ce moment, dans le secteur, la première chose qu'ils vont faire avec cet argent, c'est qu'ils vont toquer à la porte de Nvidia et qu'ils vont acheter des palettes entières de cartes graphiques qui valent 30 000 $ pièce. Et Nvidia a révélé sur ses chiffres, ses profits, ils font x10. C'est-à-dire que ce qu'ils vendent à 30 000, et ça leur coûte 3 000. Et les cartes graphiques gamers qui vendent à 2 000, 3 000, ils gagnent ça leur coûte 200 ou 300 à faire. Donc en fait, ils ont des marges qui sont tarés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que la demande, elle est infinie, l'offre, elle est très limitée parce que il y a la limite des fonderies, de la création de ces semi-conducteurs et puis de ces cartes graphiques, etc. Ce qui fait que on ne pourra pas en créer 10 fois plus, même si on paye 10 fois plus cher. Du coup, ça s'ajuste sur le prix et ils mettent le prix qu'ils veulent. Donc, c'est une machine à pognon et forcément, les investisseurs viennent récompenser ça. Après, on rentre dans des valorisations qui sont folles. Là, c'est 1800 milliards, si je ne dis Oui. pas de bêtises. La dernière fois que j'ai regardé, c'est peut-être encore plus aujourd'hui. Et je crois que du coup, à elle seule, Nvidia capitalise plus que le quatrième et le cinquième réunis qui sont déjà, j'ai plus les noms en tête, Des mais géants, les ouais. boîtes les plus connues au monde, quoi. C'est ça. Il y a Greg Green qui dit quelque chose de très très vrai, c'est-à-dire qu'on est dans la ruelle vers l'or de l'IA et Nvidia, c'est les vendeurs de pelles et de pioches. Et en fait, les investisseurs savent très bien que dans les ruelles vers l'or, ceux qui gagnent à tous les coups, c'est les vendeurs de matériel de prospecteurs. Et pour moi, c'est tout à fait juste comme analyse. C'est-à-dire que Mistral, qui a levé 2 milliards, peut-être qu'ils vont gagner, peut-être qu'ils vont pas gagner. OpenAI, qui cherche à lever des milliers de milliards là actuellement, peut-être qu'ils vont gagner, peut-être qu'ils vont pas gagner. Mais moi, je suis sûr, c'est que
quel que soit l'avenir de Mistral, quel que soit l'avenir d'OpenAI, quel que soit l'avenir des autres startups qui sont en train de lever des fonds, tous ces gars-là, ils vont passer commande chez Nvidia et ils vont dépenser des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de dollars, voire des milliards directement chez Nvidia. Et donc le carnet de commande, il est bien rempli. Et sur chaque carte graphique, ils font un x10. Donc forcément, la valeur intrinsèque, elle est énorme. Maintenant, est-ce que c'est déjà pricé? Est-ce que c'est surpricé? Ça, c'est à vous, en tant qu'investisseur, de répondre à ces questions-là. Ouais. Et là, j'ai mis la liste en changement sur les pourcentages positifs sur 24 heures et on voit que malgré que ma liste est composée à 90% de crypto, j'ai une seule et unique liste. Je pourrais faire des listes un peu séparées, c'est ce que j'avais fait à l'époque d'ailleurs, mais par praticité pour consulter au quotidien tout ce qui va bien lié de près ou de loin à la crypto, j'ai qu'une seule liste. Mais toujours est-il, on voit que c'est toutes les minières, Canaan, Hut 8, Hive, on a Marathon, on a Riot, il y a Coinbase au milieu, il y a Robinhood. Là, on n'est pas pur crypto, on est plutôt sur une plateforme qui permet dans l'app d'investir. MicroStrategy, Galaxy et quelques autres. On a Ark Invest également qui a bien rebondi. Donc, c'est vrai que c'est assez ouf de se dire dans une liste qui est composée à 90% de crypto que sur les dernières 24 heures, les plus grosses performances, une fois de plus, c'est les actions américaines. Bon, certes liées là aux crypto, mais en ce moment, voilà, c'est assez dingue. Et ça, c'est pareil au niveau du SP500. Moi, je me dis qu'à tout moment, on peut se faire un peu pisser dessus là. Mais c'est bon. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de, de vraiment lâcher. Non, Donc, bah, c'est un peu surprenant, quoi. moi, ce qui continue de me révolter et surprendre en même temps, c'est à quel point le CAC 40, qui fait une très belle année, si tu montres le CAC 40 Ouais. et la France, il fait quand même une très belle année, mais il se fait rouler dessus par le SP500. Tu vois, il faudrait faire le chart pour rigoler du SP500 sur CAC 40 et vous montrer la sous-performance européenne par rapport aux Français et par extension aux Américains. C'est triste. C'est triste, quoi. Ouais, bah depuis mars 2023 à peu près, hein. Ouais. Et là, c'est vous dire. En fait, il y a tout le désastre de l'Europe dans le chart. Mm. Bah après, faut voir aussi si les États-Unis ils se sont pas un peu trop chauffés par rapport au reste du monde. Après, c'est vrai que les chiffres de l'inflation et tout, ils sont pas si dégueux. Non, Je sais non, pas, bah non. je sais pas ce que ça va donner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Fed fasse enfin son pivot et qu'ensuite on y voit un peu plus clair, quoi. Mm. Mais pour moi, c'est un chart qui est très important. C'est observer et comparer les économies de cette manière-là. Alors, c'est pas parfait, bien sûr. Il y a plein de choses qui sont pas dites. Mais quand deux actifs montent, il faut voir le cheval qui va le plus vite, quoi. Parce que, et en tirer les conclusions. Et je suis loin d'être un fan des Américains. C'est pour plein de raisons. Allez pas croire que c'est quelque chose qui met en avant leur modèle. Mais c'est assez aberrant de voir l'état de l'Europe actuellement. Franchement, après chacun ses opinions. Ouais, bah c'est vrai que après on suit, on est pas mal en mode suiveur et c'est ce qui fait aussi que très prochainement, certainement les banques européennes et donc françaises, par ruissellement, vont proposer des produits dérivés pour mettre dans des poches de type assurance vie ou je ne sais quoi, des toutes petites fractions d'ETF crypto ou des trucs comme ça. En tout cas, ils ont l'air de s'y intéresser actuellement et je pense que malgré le double discours qui est souvent pratiqué par la sphère bancaire française, on a quand même des avancées qui sont en cours et assez majeures. Au niveau, pour se quitter, peut-être un petit clin d'œil, coup d'œil au Bitcoin et à Ether. Donc le Bitcoin qui est à 52 300 $ ce matin, j'en peine à le dire tellement c'est fou, qui n'est plus qu'à quelques encablures d'aller chercher les 55, 60, puis 68, 69 000 $ que constitue l'ATH actuellement. Et le halving qui interviendra dans 2 mois, désormais 60 jours, peut-être un peu moins même, en fonction des blocs et tout ça. À quoi s'attendre pour la suite? Est-ce que tu es partisan, toi,
en ce moment, sans faire de boule de cristal. On peut se lancer sur notre petite prédiction du matin. Est-ce que tu penses qu'on vient chercher un peu avant ou un peu après le halving le fameux ATH, ou est-ce que tu penses que justement on risque de marquer une petite pause quand on voit malgré tout les bougies ici, on est assez vertical depuis pas mal de temps. Pour moi, on est vertical. Il n'y a pas de crotte de nez qui traîne dans les tiroirs qui viendrait casser notre tendance. Certains ont dit que effectivement Grayscale a été autorisé à dumper des bitcoins pour plusieurs milliards. Mais en fait, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Parce que les gens qui sont actuellement dans GBTC, la première chose qu'ils vont faire, et on le voit dans les flux, c'est qu'ils prennent ces GBTC, ils les convertissent en Bitcoin et ils les envoient dans des ETF qui sont plus durables, genre type BlackRock. Donc en fait, on est sur un transfert et pour moi, Grayscale, enfin le GBTC, c'est un truc qui est un net négatif pour l'écosystème où plus vite on fait dégonfler ce truc-là, plus vite on répartit ces bitcoins dans des acteurs qui sont plus long terme, mieux c'est pour l'industrie. Donc, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que c'est ridicule. Moi, je ne sais pas si le Bitcoin va aller à 50 000, 60 000, 80 000, 100 000. J'en ai aucune idée. Et puis, ce serait bien vain de jouer à la boule de cristal. Par contre, sur les tendances, moi, je pense qu'on va faire un très, très beau cycle jusqu'en mai. Et qu'après, c'est sell in May and go away. Pourquoi? Parce que le halving, c'est en avril, si je ne dis pas de bêtises. Et que très, très généralement, on va être un petit peu topish sur le halving. Et après, on va rentrer dans la configuration, ça va être les élections. Et à partir de mai-juin, on va rentrer dans le mode élection américaine. Il va y avoir beaucoup plus de risques de déclarations anti-crypto à des fins électoralistes, beaucoup plus de risques d'instabilité sur l'aspect régulation, l'aspect financier, l'aspect politique. Personnellement, je vise à profiter de mon cycle. Pour moi, le cycle, il a déjà commencé il y a 6 mois. Prendre des profits en mai et revenir voir après les élections au niveau de Noël à peu près et compter les points et s'il faut renforcer des positions, revenir sur les marchés ou alors me dire bon je prends un petit peu de vacances et on reverra ça un petit peu plus tard. Bien sûr, c'est des vacances d'investisseurs. Dans mon activité, moi je continue de bosser au quotidien sur le protocole et ça va pas changer. Là, je parle de ma gestion patrimoniale. Donc, je continue de renforcer, je continue de parier à la hausse, je continue de renforcer sur mes gagnants jusqu'au mois de mai. Et après, on prendra des profits et on prendra des stables qui potentiellement seront peut-être bien utiles si on a des corrections et des mauvaises choses qui se passent aux alentours des élections. Donc voilà, sell in May and go away, comme on dit. Vendre en mai et prendre des vacances. En général, pour les cryptos, la plupart du temps, ça a toujours été un laïus qui se tenait plutôt pas mal, puisque l'été a tendance à être un peu mou du genou, voire en correction. Donc, c'est vrai que ça pourrait totalement faire sens et coller au calendrier de cette année 100%. Et on terminera avec le meilleur, Ether. Le meilleur après Bitcoin. Le meilleur d'entre nous, comme disait Chirac. Sur la place le second meilleur, allez, on va faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu un tweet là de Mining TK, Monsieur TK, qui disait qu'il était un peu déçu d'Ether, mais ça avait l'air d'englober pas que le côté spéculatif, le côté aussi fondamental et technique. Pour lui, avec les Layer 2 désormais, Vitalik, qui veut un peu se désengager de Ethereum Layer 1 et qui trouve que, comme beaucoup de core dev d'ailleurs de Ethereum, c'est devenu un peu un fourre-tout, un méli-mélo est trop gros en fait. Ethereum est trop gros pour avancer vite et bien là où il devrait être allé. Il est victime aussi un peu de son propre développement, de son propre succès et d'une roadmap qui, quand Vitalik la montre, donnerait mal à n'importe quelle fille, à la tête à n'importe quel physicien. Mais c'est vrai que spéculativement parlant, là, d'un point de vue de l'analyse technique et chartiste, on a quelque chose qui est excessivement propre. Après, la question, c'est est-ce que Ether va continuer pendant tout le cycle
de suivre au pas pour faire à peu de choses près la même performance que Bitcoin, ou est-ce qu'il y a un moment où il va totalement s'ouvrir et permettre à tout à chacun de voir de très belles choses sur les portefeuilles, si je puis dire, en plus des fondamentaux qui sont malgré tout pas mauvais. J'ai la sensation, un peu comme au cycle précédent, que le fait qu'il n'ait pas de suite performé, ça a créé un peu de frustration, de même que ce qu'on voit sur Atom Cosmos et Polkadot et tous ces trucs qui ont déjà connu des cycles et qui pour l'instant n'ont pas fait plus que suivre au pas derrière Bitcoin. Je sais pas ce que tu en penses. Alors pour moi, très clairement, Ethereum se retrouve dans une situation entre le marteau et l'enclume. Le marteau, bah, c'est Bitcoin et ses ETF. Donc en fait, dans les investissements entre guillemets sûrs, Bitcoin est le plus sexy pour les institutions et pour les investisseurs aujourd'hui parce qu'il y a ce rouleau compresseur de ETF et cette demande qui est absolue, où il y a de l'argent frais qui arrive sur le marché et cet argent frais va dans Bitcoin. Et ce qui explique pour moi une grande partie de la sous-performance d'Ethereum, c'est que de son aspect sûr et de son aspect blue chip, comme on dit, bah, il sera forcément moins sexy que Bitcoin. Et ça, a priori, pour très longtemps. Dans son aspect innovation, nouvelle technologie, il attire pas non plus les investisseurs parce que bah il sera jamais aussi shiny que les Solana qui font plein de concessions sur la décentralisation, sur la manière de faire les choses pour afficher des jolis chiffres. Il y a beaucoup de méta sur la data availability actuellement qui est très sexy, mais certains analystes bah, se disent bah, si les gens vont s'ancrer sur Celestia ou sur un autre système plutôt que s'ancrer sur Ethereum, bah, ça ferait des frais de transaction qui ne sont pas payés sur Ethereum. Donc tous ces éléments-là font que bah, il est sous pression. Et pour moi, la chape de libération de cette pression, elle peut avoir lieu cette année, je pense, qu'avec les ETF Ethereum, qui serait envisageable. Pour l'instant, c'est pas un doux rêve, ça me semble relativement programmé. Et là, on parle plutôt du mois de fin avril jusqu'à la période de juin. Si ça arrive, ça pourrait invalider complètement la théorie de Sell in May, Go Away, en étant un deuxième coup de lancement et d'accélérateur sur le cycle actuel, qui s'est déclenché sur des ETF et qui peut se relancer sur la double bonne nouvelle du halving et d'un ETF Ethereum. Et ça pourrait relancer le cycle et faire un peu une supercharge où on passerait en bull market un peu vertical. Si ça n'arrive pas, il est possible qu'Ethereum ce soit pas assez sexy pour les gens qui cherchent de la sécurité et pour les gens qui cherchent de la nouveauté et donc qui sous-performent, tout comme d'autres secteurs. Aujourd'hui, la DeFi sous-performe complètement. Pourquoi? Parce que la DeFi, c'est mature. Et aujourd'hui, la DeFi, on est sur des protocoles qui sont profitables, qui commencent à gagner de l'argent, mais ils n'impriment pas encore des milliards. Donc pour l'instant, ça reste relativement petit. MakerDAO, c'est 80 millions de profits. AV, c'est 30 millions de profits. C'est sexy, mais c'est moins sexy que les gens qui disent que Celestia va faire le café et inventer la fusion froide, et du coup, ça va rapporter des milliards, même si le revenu actuel, c'est 18$. Et du coup, on est sur des secteurs qui ont fait leurs preuves, mais qui sont pas encore des machines à cash. Et on a cette dichotomie entre les gens qui cherchent la sécurité absolue et les gens qui cherchent à jouer au casino. Et quand on est entre les deux, parfois c'est un petit peu compliqué. Pour moi, Ethereum est forcément la défi, même si pour des raisons légales, je ne vais pas décrire le token plus que ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Ça reste l'une des plus grandes parties de mon portfolio. Et donc, ça reste pour moi un bet à long terme qui est très important. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur performeur de cette partie-là du marché. On verra si ça se transforme en mai. Ils auront leur temps, ou on verra si ça se transformera plus tard. Ça, c'est pour le temps long, c'est pour les investisseurs à très long terme. Donc, je continue de renforcer ces positions. Mais c'est clairement, si vous êtes un investisseur court terme, ce n'est pas forcément le truc le plus sexy actuellement. Oui, il faut toujours prendre en considération, comme on disait tout à l'heure, les capitalisations aujourd'hui, que ça soit Bitcoin ou Ether. Basiquement, si déjà ils impriment un x2 à partir de là où ils se trouvent maintenant, ça sera énorme. Donc,
essayer de réaliser ça à l'avance pour ne pas être déçu. Après, peut-être que si Ether, justement, ne serait-ce que faisait un x2 à partir de là où il est maintenant, les Layer 2 et tout ça, eux qui n'ont pas encore connu de bullrun, notamment Arbitrum, Optimism ou des trucs comme ça, voilà, il pourrait y avoir des performances un peu plus importantes de ce côté-là, N'oublie mais pas, ça reste CM, que le des x2, il est suppositions. quasiment déjà imprimé, hein. Oui, Regarde le début de ce mouvement, je sais pas, on était quoi, 1500, 1400, je vois pas sur ton chart, mais vraiment ce mouvement qui s'est enclenché à la fin de l'année dernière, bah, on a fait x2 quasiment aujourd'hui, avec un Ether qui est à 2700 $ actuellement. ouais. Donc, on a déjà fait une très belle année sur Ethereum. Donc, il y a des actifs qu'on boude, entre guillemets, parce qu'ils ont fait que x2. Les gars, attention, hein, x2, c'est déjà Ouais, pas mais mal, c'est hein. toute la C'est problématique. C'est toute c'est la effectivement. problématique en crypto, c'est que un fois deux, ça paraît être, tu vois, entre grands guillemets, de la merde pour le grand public parce que ils viennent, enfin, ils entendent parler sur les réseaux sociaux de x5, x10, x50. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une majorité du grand public qui va se détourner souvent des majors, puisque il faut avoir quand même du capital. Si tu as envie d'acheter un bitcoin à 52 000 $ aujourd'hui entier, par exemple, bah, c'est pas rien. Et pareil, si tu veux 32 Ethers, là, je l'ai sous les yeux, c'est 89 379 $. Allez, 90K. Donc, c'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut se faire ce genre de grand plaisir. Et encore peut-être moins demain, le jour où le marché continuera de pousser, on l'espère tous. Mais voilà, c'est vrai que le x2, quand on vient au marché crypto, alors qu'on a Nvidia qui pousse un x6 ou x7 en 6 ou 7 mois, c'est là où déjà on touche du doigt ce dont je parlais tout à l'heure. Quand on aura un marché crypto qui pèsera peut-être un jour entre 5 et 10 000 milliards, ça deviendra de suite moins intéressant d'aller acheter du Bitcoin et de l'Ether, si ce n'est pour des raisons Mais soit fondamentales, soit philosophiques, ou pour avoir du rendement, ou pour participer à la DeFi. Mais voilà, petit à petit, faut prendre en considération que oui, le marché crypto ne va pas toujours donner du x10 ou x50 ou que sais-je, que ça sera probablement dans les années à venir plutôt du x2, x3 et ça sera déjà pas si mal. moi, je pense que ça, c'est très important et je me permets de souligner ce point-là. C'est que ça dépend ce que vous venez chercher sur les cryptos. Si vous venez jouer au casino, peut-être que cette chaîne est pas forcément, le meilleur média, pour vous. C'est-à-dire, il y a plein de chaînes différentes qui vont spécialiser dans différentes choses. Nous, on est clairement ce qu'on valorise, sur cette chaîne, c'est les investisseurs long terme et les gens qui viennent faire progresser un patrimoine. Et donc, on a une vision patrimoniale des choses. C'est pour ça qu'on met en avant le DCA, c'est pour ça qu'on met en avant des actifs, qui nous semblent intéressants sur l'analyse fondamentale. On fait de l'analyse technique, sur cette chaîne et CM le fait très bien, mais c'est pas le cœur, de cette chaîne. On n'est pas une chaîne de trading pur. On est une chaîne d'analyse, on est une chaîne de commentaires, de l'écosystème, mais l entre guillemets, «le viewer parfait», c'est quelqu'un qui va mettre, une partie de son épargne toutes les semaines ou tous les mois dans la crypto et qui va répartir cet investissement dans 80 de Bitcoin, d'Ethereum et les 20 qui restent, enfin là je donne des chiffres, hein, chacun est différent, pour certains ce sera 50-50 et cetera et les 20 qui restent, va les répartir sur différentes tranches de risques, en allant sur des altcoins type secteur DeFi, secteur IA, secteur je sais pas, d'autres secteurs et qui va mettre vraiment une toute petite partie de son patrimoine sur des choses très risquées, très nouvelles, qui potentiellement vont faire x100. Mais la plupart des choses qu'on vous met en avant, il y en a aucune qui va faire x100 dans l'année. Enfin, très clairement, le bitcoin ne fera pas x100 cette année, hein. Moi c'est triste pour certains, mais on n'est pas là pour vous vendre des tickets de loto, on n'est pas, là pour vous faire la valorisation, d'un casino. On est là pour vous mettre en avant une industrie et pour, apporter nos analyses par rapport à des gens qui cherchent à développer un patrimoine au fur et à mesure du temps, pour se construire et construire leur patrimoine, pour leur avenir et pour leurs enfants. Donc ça, c'est très, très important pour moi parce que, chacun peut aller chercher, la chaîne elle est gratuite, chacun va chercher un peu ce qu'il trouve et ce qui est important pour lui-même et pour son profil d'investisseur, sur les chaînes et parfois il y a certains qui exigent, qui
expriment leur frustration dans le chat ou dans les commentaires. Vous parlez pas de ça, vous n'avez pas parlé de tel shitcoin qui a fait x100, mais en même temps, le shitcoin, il a 45 000 $ de volume et 100 000 $ de capitalisation. Je suis désolé, mon ami, mais non, on va pas en parler sur la chaîne parce que la probabilité qu'il fait moins 99% est tellement élevée que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour nous, quoi, d'en parler. Donc, Après, de ce que j'ai remarqué aussi, la plupart des... Il y a assez peu de chaînes YouTube qui traitent des low cap et des recherches de pépites en continu, etc. Mais par contre, après, ça, c'est des trucs qui se retrouvent plutôt sur des groupes, soit des télégrammes cachés, soit des ouais, groupes payants, etc. Et c'est là où finalement, entre l'instant où vous allez devoir payer pour avoir une information et où les gens qui vous font payer l'information vont se servir aussi de ça pour eux essayer de tout simplement en retirer quelque chose. Et c'est là où souvent ça se retourne complètement contre la personne qui est arrivée avec des bonnes intentions. Voilà, c'est quelque chose qui, d'un point de vue du raccourci, il y a très rarement, comme on dit en résumant, de repas gratuits. Si c'est on vous ça. annonce un truc qui est trop beau pour être vrai, c'est que clairement, c'est juste pour essayer de vous soutirer votre argent. Donc, Et les fois surtout, les 50 et les amis, fois 100 existent, c'est une réalité et c'est déjà arrivé sur le marché crypto, mais en pourcentage de chances que vous avez la probabilité de le réaliser vous-même et de tomber au bon endroit au bon moment sur le bon actif, ça revient au même titre que d'aligner à côté match 10 matchs gagnants sur... Enfin, c'est assez complexe on va dire, je sais pas comment l'expliquer. D'un point de vue psychologique, je comprends l'attrait de la personne qui découvre le marché crypto et qui pense qu'il peut tenter sa chance comme en rentrant au casino, comme tu le disais. Mais d'un ouais, mais autre c'est côté, pas l'investissement, ça doit pas être une béquille, ça doit pas être la ouais, chance du désespéré. C'est pas, enfin, dans ma vision, développer un patrimoine, c'est du temps long, c'est du travail, c'est de l'analyse, et c'est pas la chance a forcément un rôle à jouer, mais ça peut pas être le rôle principal. Forcément, il faut être chanceux pour que des investissements fonctionnent, parce que parfois il y a des choses qui cochent toutes les cases et qui fonctionnent pas du tout, et ça fait partie du monde de l'investissement. Il faut l'accepter. Mais il y a quand même énormément de travail. Et surtout, moi, je veux insister là-dessus, c'est que rien de ce qu'on vous présente sur la chaîne, on a la capacité d'avoir une influence sur le cours. Enfin, certes, on est très content que vous soyez 400 à 10h30 du matin, et donc on a quand même une certaine audience. Mais croyez-moi, même si demain je devenais fou et je disais, déjà, vous m'écouterez pas parce que c'est votre argent et vous faites ce que vous voulez avec, notre influence, elle reste limitée. Mais si je disais, mettez tout votre pognon dans Ethereum, vous pensez vraiment qu'on ait la capacité de faire bouger le cours de quoi que ce soit dans quelques, enfin, l'argent qui est représenté dans cette émission, vu les actifs qu'on présente et la maturité de ces actifs, on fera pas bouger l'action Coinbase, hein. On fera pas bouger l'action Nvidia, hein. C'est même si on y met tout notre argent tous ensemble. Donc, au final, il faut avoir du recul sur l'influence qu'on peut avoir, déjà sur vous et aussi sur les marchés. Ce qui fait que comme nous, on n'est pas spécialisé dans les shitcoins avec 10 000 balles de liquidité, on n'a pas forcément d'intérêt particulier à vous présenter un truc ou l'autre. Donc ça vient forcément que de nos analyses, parce que le fait que vous achetiez ce qu'on vous présente, ça n'a aucun effet sur le cours de ce qu'on vous présente. Donc on n'a pas de gain direct là-dessus. Et ça, c'est important, parce que certains se disent, ACM a parlé de telle action ou de tel truc, et ça va le faire pumper parce qu'il en a. Mais les gars, comment tu veux faire pumper l'action Coinbase? On n'est pas assez riche, hein, je vous le dis tout de suite, hein. ouais, mais c'est vrai que les petites capitalisations, enfin, nous, ça fait très longtemps que finalement, on s'y intéresse quasiment plus aussi. Et je peux On s'y comprendre les intéresse, personnes mais sur qui, des toutes petites lignes, quoi, des toutes, je toutes peux, je peux petites lignes de notre comprendre les portfolio. personnes qui disent qu'on présente moins de nouveaux projets ou que ça serait bien qu'on parle des fameuses pépites, des low cap, etc. Mais le souci, c'est qu'on entend bien ce que le public demande, mais d'un autre côté, c'est le truc le plus casse-gueule possible. Donc, on est tout le temps en train d'essayer d'ajuster ce curseur pour essayer de présenter à minima de la mid-cap, c'est-à-dire du milliard de valorisation, le top 20, le top 50 et tout ça.
et tout en sachant qu'il y a un attrait du grand public pour effectivement des petites capitalisations, de la recherche de pépites, d'être en avance avant tout le monde 2 ans avant quand il y avait qu'une ou deux personnes qui ont parlé sur Tao, BitTensor ou des trucs comme ça, qui aujourd'hui, c'est vrai, est une très belle réussite. Pendant très très longtemps, j'étais dubitatif, mais force est de constater que voilà, communautairement parlant et d'un point de vue du projet, ça se passe très bien. Mais pourquoi j'ai pas parlé 2 ans au préalable alors que j'ai très bien vu une ou deux personnes très impliquées dans l'écosystème en parler? Parce que, j'attends systématiquement de voir comment ça se passe quand il y a un nouveau narratif, et deux, clairement, j'en ai pas eu l'impression que à ce moment donné, au plus dur du bear market, ça pouvait exploser derrière. Et je me suis trompé totalement. Donc, on ne peut pas être sur tous les sujets, on ne peut pas contenter tout le monde. Et d'un autre côté, pour les personnages qui sont reconnus comme compte influent, c'est-à-dire avec beaucoup d'abonnés, ça devient très difficile de pouvoir vous parler de tout en étant le plus possible dans les clous, et derrière qu'on ne puisse pas nous reprocher X ou Y truc, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui est important pour nous de vous le dire. C'est pour ça qu'on parle énormément de Bitcoin et de Ether, ou du top 10 ou du top 20 ou du top 50, mais que derrière, on prend avec des ultra pincettes les quelques fois où on va vous parler d'un truc qui est un peu plus reculé que le top 50 ou le top 100, et où ça reste un risque qui, pour Tao BitTensor, a été extrêmement payant, mais ça aurait pu être aussi tout autant pas payant du tout. Donc voilà, ça reste assez complexe, mais il me tenait quand même à cœur aujourd'hui de aussi en parler, puisque souvent on a l'impression que du côté du média / influenceur, on a toutes les cartes en main, on sait tout sur tout le monde, et le marché ne va que dans notre sens, on perd jamais. Et derrière, il y a les particuliers ou les followers qui perdent systématiquement. Voilà, nous aussi, on a vécu le bear market, nous aussi, on a eu Ouais. des bagues qui ont fait des moins 99. On est Les quand amis, même... si on gagnait à voilà. chaque fois, on serait tous milliardaires, hein. Ouais, La personne qui garerait notre voiture, s'appellerait Elon Musk, tu vois. Et c'est pas le cas, hein. C'est forcément, on se prend des tôles aussi. Moi, je suis très transparent sur mes positions. De toute façon, la plupart des gens Ah ben toi, connaissent tu mes peux pas adresses. être plus transparent. Voilà. On est à Les gens, ils on est m'accusent, donc, mais mec, c'est au bout d'un moment, bah, va regarder comme les autres, hein. Je suis top 50 dans des banques, je suis numéro 1 dans Rabi. Si t'es pas au courant de mes adresses, c'est que t'as vraiment pas fait tes devoirs, tu vois. Et bon, bah voilà. Et du coup, je suis relativement transparent avec ça et sur mes positions. Et bah voilà, vous voyez que parfois je me plante. Qidao, c'était l'un des trucs, moi je pensais que sur les fondamentaux, et je le pense encore, c'est vachement bien. Je me suis pris à moins 99% là-dessus. C'est merci, au revoir, hein. C'est ciao, bye bye. C'est-à-dire que quasiment chaque euro que j'ai mis là-dedans, c'est au revoir. Et il y en a eu plein des tôles, mais c'est normal. Mais le truc, c'est que c'est important de regarder la valorisation et le portfolio sur le long terme. Et sur le long terme, bah, je suis plutôt content, j'ai pas à me plaindre. Et c'est ça qu'on doit viser. Parce que moi, je suis dans une logique de développement du patrimoine. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur moyenne de mon patrimoine à l'échelle de temps de plusieurs mois, de plusieurs années. Ce qui se passe, la volatilité d'une semaine, ça ne me concerne pas en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie dans ma vie de regarder un chart tous les jours. Et donc là, un petit peu plus tôt dans l'émission, je vous ai mis en avant mes positions, et ce qui fait que moi, je fais un trade, 2 trades, 3 trades par an, grand maximum, hein. Donc les charts, je les regarde pas, je connais pas. Si vous me demandez le prix d'Ethereum ou le prix précis de Bitcoin aujourd'hui, je le connais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je veux passer la plupart de mon temps sur mon projet, à développer le protocole, à gérer mon entreprise. Et c'est ça qui me fait plaisir dans la vie. Et j'ai pas forcément envie de trader des charts. Et chacun son profil d'investissement. Et il faut respecter tous les profils différents. D'ailleurs, ça, c'est un point super important aussi que tu soulignes et qui vous évitera bien des déboires, même lors d'un bull run, c'est de ne pas surveiller sans arrêt votre wallet. Je sais que c'est très difficile. Même nous, voilà, on regarde régulièrement un peu où ça en est, mais d'essayer d'avoir à peu près une idée de où vous en êtes, mais sans arrêt, sans être sans arrêt collé à compter au dollar près, etc. Ça va vous rendre complètement ouf. Et d'autant plus si jamais votre wallet s'apprécie dans des proportions importantes, derrière, ça peut rapidement faire perdre les pédales. Et dernier point, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là, c'est un bon condensé aussi, faites attention aux capitalisations, aux valorisations. Lorsque des petits projets de seconde zone qui auront vu le jour lors du bull run capitaliseront des centaines de millions de dollars, parfois même
même Encore des 1 milliards. milliard ou je ne sais quoi, bah, là, vous saurez que ça commence à vraiment surchauffer et ne serait-ce que la température qui régnera à ce moment-là sur les réseaux sociaux vous alertera et probablement, si on vient s'approcher, je pense, des fameux 100 000 $ du côté de Bitcoin, ça sera un milestone tellement important que l'intégralité des médias sur la planète en parleront. Et pour moi, ça sera probablement, si c'est pas le top final, le premier top de marché pour ce cycle. Et c'est pour ça que j'ai toujours pas changé mon plan qui est désormais établi depuis 2-3 ans et même depuis le cycle avant. Dès qu'on s'approchera des 100 000 et peut-être même avant, entre 70 et 80, petit à petit, j'entame mon DCA de sortie. Et tant mieux si un jour on voit un Bitcoin au-delà de 100 000, ça sera que du bonus, que du bénéf. Et derrière, on aura probablement une très belle alt season. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est toujours passé et on espère que ça continuera de se passer ainsi. Donc voilà, pour ma part, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ça fait 1h20 alors qu'on s'était dit 20-30 minutes. On n'est pas avare en temps, c'était bien cool. Je sais pas si tu avais un petit mot de la fin à rajouter ou quoi, Marc, Je mais suis voilà, c'était parfaitement d'accord avec le mot de la fin que tu as mis en avant. Du coup, 1h20 ensemble. C'était sympa de partager mon café et un peu plus avec vous. Je pense que je suis assez en retard sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, je vous salue, je vous fais et je vous dis à lundi soir pour une émission comme d'habitude. allez, bonne journée à tous et bonnes vacances pour ceux qui le sont et bon courage pour ceux qui sont au boulot. À plus tard. Ciao, ciao.